En quoi le changement de la Constitution sera-t-il bénéfique pour la population congolaise face à la diaspora en France qui lui demandait de pouvoir changer la Constitution? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu que cela ne relève pas de moi. Il y a plusieurs méthodes, notamment la population congolaise à travers ses représentants. Ne faites pas de moi dictateur, s'il vous plaît. C'est ce que Tshisekedi a dit à la diaspora congolaise en France. Justement, en quoi le changement de la Constitution sera-t-il bénéfique pour la population congolaise? On en parle au cours de cette émission. Les élections de gouverneurs et sénateurs, que retenir, qu'attendre de nouveaux gouverneurs qui sont justement à la tête de nos différentes provinces. Aussi, on a parlé de corruption justement de députés provinciaux au cours de ces élections. Qu'est-ce que la justice attend pour justement rétablir toutes les responsabilités? Jacques Yaboula, aussi gouverneur au Katanga, il est encore gouverneur. Ici à Kinshasa, c'est Daniel Bumba. Qu'attendre de ces différents gouverneurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que le défi est énorme, surtout pour les comptes de la ville-province de Kinshasa, sortie du gouvernement. Oui, ça tarde. Pour quelles raisons? On va revenir au cours de ces sujets autour de ces sujets avec notre invité. Mais pendant ces temps, le gouvernement qui assure l'intérim, qui assure justement les affaires courantes. On parle de détournement des deniers publics. Vous avez tout suivi et vous continuez à suivre le dossier lampadaire, comme ça fait parler beaucoup de Congolais. Des détournements, ce sont des millions de Congolais qui sont partis. Qui justement est-il responsable? Est-ce que c'est l'ancien ministre Sélé à la Gouli du gouvernement Ilunkamba ou c'est Nicolas Kazadi? On en parle au cours de cette émission avec Monsieur Eloge Mwandwe. Il est cadre du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahati Lukwebo, sénateur. Monsieur Eloge Mwandwe, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan, merci pour votre invitation et mes salutations à toute l'équipe derrière le caméra. Très bien, merci beaucoup Monsieur Eloge Mwandwe. Il est cadre du parti politique AFDC de Modeste Bahati Lukwebo. Vous avez tous suivi, chers Congolais, à travers les réseaux sociaux, les Congolais s'attaquaient à Bahati Lukwebo. On parle d'une certaine dynastie Bahati après la dynastie Nemalemba avec Papa Molière et ses enfants. Cette fois-ci, c'est Bahati Lukwebo qui a un enfant député national, l'autre député provincial. Il a une fille qui est sénatrice, lui-même député national et puis sénateur. Pourquoi? Simplement les enfants de Bahati Lukwebo qui se retrouvent au sein de ces partis politiques et non le cadre qui se battent, qui milite justement pour les développements justement de la République démocratique du Congo. On a vu comment Bahati Lukwebo, les partis politiques AFDC a sorti de l'énergie lorsqu'on a invalidé le fils de Bahati Lukwebo à l'Assemblée nationale après les contentieux à la Cour constitutionnelle. Pourquoi trop d'énergie pour la famille Bahati et non le cadre qui ne se retrouve presque pas? Cette question, c'est M. Eloge Mwandwe qui va répondre à cela. Il est cadre du parti politique AFDC. M. Eloge, face à toutes ces accusations, Bahati, dynastie Bahati, les enfants de Bahati qui se retrouvent, et non vous, parce que je rappelle ici, vous êtes un cadre du parti AFDC, vous avez adhéré à ces partis il y a longtemps, vous avez milité, vous travaillez, vous vous battez, vous avez reçu, en tout cas, au cours de votre combat ici, de problèmes, des arrestations. D'ailleurs, on vous a enlevé récemment, simplement pour le combat que vous êtes en train de mener. Mais lorsqu'il faut se retrouver, c'est toujours les enfants de Bahati. Que dites-vous? D'abord, je ne comprends pas lorsque au Congo on parle de se retrouver. Se retrouver où? Et se retrouver signifie quoi? Malheureusement, dans notre pays, on pense que faire la politique, c'est comme être un businessman. Donc on a investi autant, on doit récolter autant. Ou encore on doit faire un tel profit. Malheureusement, pour ceux-là qui croient ainsi, ce n'est pas ça la politique. La politique est d'ordre sacerdotal. Donc sacerdotal plutôt. Ce qui veut dire qu'on n'entre pas en politique
pour être riche ou pour se remplir les poches ou pour occuper un poste quelconque. Et on entre en politique, pourquoi, monsieur Loge? On entre en politique pour servir la population, pour servir sa communauté, pour servir son milieu. Et comme je le dis, la politique n'est pas un business, n'est pas une entreprise. Donc vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le professeur Bahati Lukwebo qui choisit parmi ses enfants. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a que 2 enfants. Non, mais il en fait un business. Il en fait un business. Je l'ai dit, Bahati Lukwebo a un fils député national, député provincial, sénatrice. D'abord, c'est faux. Monsieur, le président professeur Bahati Lukwebo n'a qu'un seul fils qui est élu et une seule fille qui est élue. Donc, arrêtez d'entrer dans la spéculation inutilement. Non, et la sénatrice et c'est lui député provincial. Le député provincial, c'est un neveu, c'est pas son fils. Non, mais justement, sa famille, la famille de Bahati. Oui. Et c'est pourquoi on dit, il fait de la politique un business. Non, non. Il vous utilise justement pour propulser ses enfants, monsieur Loge. Vous savez, à l'FDC, il n'y a pas un petit garçon, il n'y a pas une petite fille. Nous sommes majeurs. Donc lorsque nous arrivons à la FDC, moi personnellement, en arrivant à la FDC, parce que vous avez parlé de Madjoué, j'ai trouvé à la FDC la camarade Arlette. Arlette Bahati. Sénatrice. Qui était, oui, aujourd'hui sénatrice, qui était déjà membre cofondateur du parti. Qui était membre, qui était secrétaire national. Je me rappelle pas, il était, je crois, secrétaire national en charge de finances, quelque chose comme ça. Donc, déjà à ce niveau-là, je me dis, je ne peux pas me plaindre parce que moi, j'ai trouvé la camarade, aujourd'hui sénatrice, je l'ai trouvée au parti. Elle a milité au niveau du parti plus longtemps possible que moi. Donc, au niveau du parti, lorsqu'on doit parler entre elle et moi, en tout cas, je crois que c'est une camarade qui a prouvé autant d'années plus que moi, si il faut parler d'abord en termes d'années. Le camarade Fiston qui est député provincial, je l'ai trouvé au parti. Ce sont des camarades que j'ai trouvés au parti. Ce sont des camarades que vous avez trouvés au parti, mais il y a aussi d'autres camarades que vous avez trouvés qui, jusqu'à cet instant, sont perdus. Ils ne savent pas, quoi faire. Parce que le professeur Bahati ne fait que propulser ses enfants, sa famille. On propulse qui? Lorsque moi j'étais candidat, nous étions tous candidats au même titre que tous les autres que vous venez de citer. Lorsque on est candidat, ce n'est pas le professeur Bahati qui élise le député ou le sénateur, c'est la population. Comme je vous ai dit, la fonction, et ça beaucoup de gens doivent le savoir, la fonction d'un député est une fonction sacerdotale. Donc ça n'a rien à voir avec une nomination quelconque ou quoi. C'est la population qui vous élise. Une fois élu, vous travaillez pour le compte de la population. Rien à voir. Alors rien à voir avec une quelconque nomination comme quoi monsieur Bahati ou le professeur Bahati Lukwebo est en train de propulser X ou Y. Nous sommes tous au sein d'un parti et tous nous bénéficions de mêmes privilèges que le parti nous donne, nous bénéficions de l'influence que le parti a dans la masse, dans l'opinion. Aujourd'hui, moi qui vous parle, lorsque j'arrive chez moi dans le Haut-Katanga, on vous dit les grands partis politiques au Congo, dans l'espace Grand Katanga, on va vous parler de la FDC. Si nous ne sommes pas numéro 1, nous sommes numéro 2. Si nous ne sommes pas numéro 2, nous sommes numéro 3. Donc, du fait que je suis dans ce parti, je suis directement bénéficiaire de son influence dans cette partie du pays. Et du coup, moi, je ne peux pas me plaindre. Comme je ne vois aucun camarade de la FDC qui va se plaindre d'être membre de la FDC. Et
à part la FDC, vous savez quel autre parti qui est mieux organisé comme la FDC? Et d'ailleurs, ici, au lieu de faire ce petit jeu que tout le monde est devenu aujourd'hui expert, pour se battre c'est ci, pour se battre c'est là, au lieu de faire cela, on devait ici féliciter une famille qui a réfléchi stratégiquement comment on doit faire pour que nous puissions travailler pour la population congolaise. Féliciter la famille. Pourquoi? Oui, vous avez dit, monsieur Elou, je vous avais dit, vous étiez également candidat aux élections, mais je me pose la question, est-ce une coïncidence que seul Bahati Lukwebo soit élu, son fils député national et l'autre député professionnel? Est-ce une coïncidence? Pourquoi les autres n'ont pas aussi été élus, mais seuls, on va constater justement en majeure partie, c'est la famille. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Chaque candidat, lorsque vous partez aux élections, chaque candidat a sa stratégie. Chaque candidat a ses propres moyens. Chaque candidat a son équipe. Mais on aurait appris que vous n'aviez pas eu presque assez d'argent pour la campagne. C'est plus sa famille qui a bénéficié de beaucoup d'argent pour la campagne électorale. Aucun parti politique, alors aucun candidat d'aucun parti politique a reçu de l'argent comme nous l'avions reçu. Nous avions reçu de l'argent. Si vous avez reçu, à l'AFDC, si vous avez reçu par exemple 5 000 $ pour la campagne, mais son fils peut-être aurait reçu 50 000 $. Mais vous voyez l'écart. Non, permettez, monsieur Nathan, n'entrons pas dans ce petit jeu. Lorsque le parti organise par ce moyen, et là je parle du professeur Modeste Bahati Lukwebo, il dit je veux doter à chaque candidat autant. Vous ne voulez pas que son fils aussi soit bénéficiaire? Parce qu'il est aussi candidat. Il bénéficie au même titre que Eloge Mwandwe. Ça, c'est un. Maintenant, si son fils a d'autres business dans lesquels il a eu aussi d'argent pour investir dans sa campagne, mais ça n'engage que le fils. Et si son père, étant papa, il veut soutenir le fils, ça c'est un rapport entre père et fils, parce que ici, si son fils était même membre de notre parti politique que l'AFDC, mais je vous assure que le professeur Bahati étant papa de son fils, il devait le financer, il devait le soutenir. Ça, ce n'est que normal, c'est pas un péché. Très bien. Et d'ailleurs, je vous dis qu'il n'y a aucun, tous ceux-là qui sont en train de parler là, il n'y a aucun candidat de quelconque parti politique a reçu de l'argent, à part bien sûr nous à la FDC. Très bien, merci beaucoup, monsieur Eloge Mwandwe. Il est cadre du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahati Lukwebo. La dernière question justement sur ce petit sujet, ce petit biscuit de l'émission. On craint qu'après la publication du gouvernement, qu'on voit encore le Bahati ou le Lukwebo et non monsieur Eloge Mwandwe. Qui craint? Le Congolais. Le membre de votre parti, non, en tout cas pas le membre de notre parti. Pas le membre de notre parti. Et en fait, le Premier ministre qui est là, aujourd'hui la Première ministre qui est là, dans son travail en tant que Premier ministre, elle sait quels sont les profils dont elle a besoin à tel poste ou à telle fonction. Donc la Première ministre va nommer les membres de son gouvernement ou le membre de son équipe sur base de leurs compétences, leur expertise et bien sûr les besoins dont elle a, excusez pour la tautologie, le besoin dont elle a besoin pour répondre bien sûr aux attentes de la population congolaise. Donc là, il faut même pas entrer dans ce petit jeu là. Donc l'FDC étant FDCA d'ailleurs étant un regroupement organisé, et comme vous le savez, la fois passée, lorsqu'il s'agissait toujours du gouvernement, il y avait des quotas. Et cette fois-ci, il y a déjà des quotas qui se sont déjà fait distribuer par-ci par-là, selon que la Première ministre nous a proposé. Et dans le quota de FDC, on va voir encore de Bahati, on va voir encore de Lukwebo. Mais ça, monsieur. Non, mais si dans le quota de la FDCA, il arriverait à ce que on puisse voir
un Lukwebo ou un Bahati, mais ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Parce que si celui-là, il est membre de la FDCA, mais pourquoi pas? Parce que vous n'allez pas ici me dire que... parce que mais cela confirmera la thèse comme quoi que Bahati Lukwebo est en train de faire un business, justement, avec son parti politique. Mais vous savez, au niveau du Sénat, lorsque le président Bahati Lukwebo était président du Sénat, au sein de son cabinet, vous savez, il y avait combien de membres? Combien de membres du cabinet? Et il n'y avait qu'une seule personne qui était de sa famille biologique. Alors qu'il y a beaucoup de cabinets ici où vous arrivez, on va même chercher les enfants de sa femme pour amener dans son cabinet. Très bien. Ce qui n'est pas le cas avec le professeur Bahati Lukwebo. Merci beaucoup, messieurs Eloge Mwandoé, cadre du parti politique AFDC du professeur Bahati Lukwebo. C'est parti, changement de la constitution face à la diaspora en France. Félix Tshisekedi a dit, ne faites pas de moi dictateur, cela ne relève pas de lui, justement, le changement de la constitution. Il précise qu'il y a plusieurs méthodes, notamment la population congolaise à travers ses représentants, justement à l'Assemblée nationale. Monsieur Eloge Mwandoé, la question que je vais vous poser est celle de savoir en quoi le changement de la Constitution pourrait justement bénéficier aux Congolais. Est-ce que vous êtes pour également ces changements de la Constitution? Malheureusement, c'est devenu comme un tabou. Ici au Congo, de dire qu'on est pour un changement de la Constitution. Il y a des gens qui sont pour, mais comme c'est devenu un tabou, comme il faut satisfaire certaines sensibilités, on évite de répondre à cela. On évite de dire qu'on est pour. Et vous ne voulez pas aussi dire c'est ce plateau que vous êtes pour? Non, moi je suis un acteur politique engagé et j'assume mes opinions et mes points de vue. Donc je suis pour le changement de la Constitution. Vous êtes pour? Mais pour quelle raison? Et dites-nous. Facile. Parce que vous voyez, monsieur Nathan, nous nous sommes retrouvés en Sun City. Qui était à Sun City? Qui était à Sun City? La réalité des Sun City, c'était quoi? C'était une réalité des gens qui étaient fatigués de se battre et ils se disent, on s'est tellement battu, on a tué tellement de Congolais, revenons autour d'une table, partageons le pouvoir et évoluons. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont quelle réalité de la vie? Est-ce que ces décisions ou encore cette réalité de Sun City est la même réalité aujourd'hui ou actuellement? Non. Donc, une constitution conçue sur une motivation belligérante ne peut pas répondre réellement aux besoins de Congolais. En fait, la réalité aujourd'hui est que nous avons une constitution qui est d'abord trop chère, qui coûte trop au trésor. Combien de gens qu'il faut payer? Nous avons une constitution qui, aujourd'hui, pour avoir un gouvernement, il faut une grande coalition, une large coalition, s'il faut le dire ainsi. Il faut toucher toutes les tendances politiques possibles pour avoir un gouvernement. Nous avons une constitution où aujourd'hui on ne sait pas on est dans quelle forme forme politique ou de gouvernance. Nous sommes dans le fédéralisme, nous sommes dans l'unitarisme, on est là. Est-ce que nous sommes dans le semi-présidentiel ou nous sommes dans le semi-parlementaire? En fait, on est dans une histoire créée de toutes pièces parce qu'il fallait accommoder certaines personnes. On est dans les semi-présidentielles, mais certainement, mais dans la pratique, c'est peut-être tout autre chose. Vous voyez déjà, dans la pratique, déjà, vous parlez que c'est tout autre chose. Donc déjà,
du point de vue que nous sommes dans cette confusion, nous devons avoir une constitution qui doit être claire. Et aujourd'hui, devant vous, je veux parler comme le père, certains pères de notre indépendance qui avaient parlé du fédéralisme. Nous devons avoir un système qui permettra à ce que chaque province, parce que l'idée d'abord, lorsqu'on a parlé de la décentralisation, c'était pour ramener, rapprocher pour plutôt le gouverné de son gouvernant, ou le gouvernant de ses gouvernés. Et la meilleure façon de le faire, pour qu'il n'y ait pas de confusion ou encore de complications, c'est le fédéralisme. Nous l'avions vu marcher, le fédéralisme se porte très bien au niveau du Nigeria, se porte très bien aux États-Unis, se porte très bien, je crois même au Brésil, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est une façon, d'ailleurs, une façon de permettre à ce que la population soit informée à temps réel et plus rapidement ce que les gouvernants est en train, le gouvernant est en train de prendre comme décision. Alors, monsieur Eloge, c'est vrai, lorsque le Congolais parle du changement de la Constitution, il y a certains qui pensent que on veut justement changer, ou augmenter le nombre de mandats, c'est pas moi, du président de la République, que ça quitte de 5 à 7 ans, parce qu'il y a des propositions comme ça de la part de certains politiques qui veulent justement se donner de l'importance auprès peut-être du président de la République. Justement, c'est pourquoi peut-être le Congolais ont peur de parler du changement de la Constitution pour éviter que le mandat du chef de l'État puisse quitter de 5 ans à 7 ans, ce qui fera que Félix Tshisekedi puisse se représenter. Encore qu'il soit candidat en 2028. Non, d'abord, personnellement, je ne veux pas entrer dans ces débats-là. Pour moi, c'est un débat des caniveaux. Il faut aller vers ce qui est important. Est-ce qu'il faut changer la Constitution, oui ou non? On trouve qu'il y a nécessité de changer la Constitution, ou c'est opportun de changer la Constitution, oui ou non? Oui. Et pourquoi il faut changer la Constitution? Ça n'a rien à voir avec le mandat de X ou Y. Mais vous vous retrouvez ici avec, parce qu'on en parlera, la corruption qu'il y a eu dans les élections ici et là. Mais si c'était par des élections directes, vous pensez réellement qu'on allait avoir tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Ce sont là les choses que nous devons amener pour permettre à ce que nous ayons une constitution qui va refléter refléter la réalité du Congolais, qui va répondre aux attentes du Congolais, et non pas avoir une constitution, on doit la garder juste parce qu'on a peur de Tshisekedi, ou juste parce qu'on a peur de voir Kabila revenir au pouvoir, parce que c'est que beaucoup de gens nous oublient. Une fois, on a une nouvelle constitution, mais Kabila peut être candidat. Mais pourquoi ils disent toujours, oh non, Tshisekedi veut se maintenir au pouvoir? Non, il y a tout ça là, ce sont des possibilités. Donc, pour moi, il ne faut pas entrer dans un débat de politiciens ou encore faire de la politique politicienne, si on peut le dire ainsi. Il faut se regarder en face. Est-ce que nous avons besoin de réformer certaines choses dans notre pays ou dans la manière de faire les choses? Oui. Est-ce que c'est important? Oui. C'est opportun? Oui. Et si c'est important, si c'est opportun, faisons-le. Très bien. Alors, mais monsieur Eloge, mais le problème aussi à ce niveau est que ce sont des députés qui vont travailler, il y aura, c'est 100 Congolais qui vont travailler justement, mais surtout pour la majeure partie de politiques qui vont travailler pour changer cette constitution. Mais ça fait dit presque partout, surtout les cas, je prends les cas de l'UDPS qui était pendant ces temps à l'opposition, qui disait que Kabila a taillé la constitution sur mesure pour que ça lui profite. Oui. Mais est-ce que la crainte sera aussi cette fois-ci que pour le cas de Tshisekedi justement, parce que celui qui est au pouvoir, que ceux de l'opposition disent que Tshisekedi va tailler la constitution pour que ça profite qu'à lui? La crainte, elle est légitime. Elle est légitime. Comme je l'ai dit ici, en fait, je ne suis pas d'avis que Kabila avait tailler cette constitution sur mesure.
plutôt les belligérants. Il n'y avait pas que Kabila. Non, c'est que l'UDPS s'accuse de Kabila à tort, justement. Bon, je ne suis pas d'abord de l'UDPS. Et je n'ai jamais entendu ces accusations-là. Moi, je viens de les entendre chez vous. Alors, ce sont des accusations qu'on a entendues depuis que Papa Étienne Tshisekedi, de mémoire, était en vie. Oui, moi, je viens de l'entendre chez vous. Et je vous dis, ce n'est pas Kabila qui a taillé ça sur mes yeux, mais c'est plutôt tous les 4 belligérants. Oui. Maintenant, lorsqu'on doit parler de la crainte, qui est une crainte légitime, comme je le disais, mais il faudrait cette fois-ci, sur base de l'expérience du passé, être plus large, ouvrir toutes les questionnements, tous les questionnements possibles pour permettre à ce que nous ayons cette fois-ci une constitution dans laquelle chaque Congolais d'une manière ou d'une autre devra contribuer. Il ne faudrait pas qu'on ait une constitution parce que celle que nous avons aujourd'hui, beaucoup de gens disent que bon, ça a été aussi imposé par la Belgique ou c'est pas les Occidentaux. Donc il faudrait maintenant cette fois-ci avoir une constitution du premier article au dernier article, que ce soit une initiative du Congolais, que ce soit une invention congolaise et non pas quelque chose qui va nous tomber de quelque part. Très bien, que cette constitution soit une invention des Congolais, c'est ce que M. Loge vient de nous dire sur ce plateau, mais M. Loge, est-ce que vous pensez qu'il faut toucher le mandat du chef de l'État? Ça quitte de 5 ans à 7 ans. Bon, personnellement, il faut motiver cela. Moi, je ne vois pas vraiment un problème avec ça. Motiver cela, ceux qui pensent ainsi disent que voilà, 5 ans c'est peu pour un président de la République, surtout Tshisekedi, qui a trouvé un pays détruit depuis plus de 18 ans de Kabila. Ça, c'est un faux débat parce que vous avez un grand pays comme les États-Unis. Parce que quelqu'un viendra ici me dire non, les États-Unis sont développés. Non, les États-Unis, dès la guerre de libération des États-Unis, le mandat a toujours été de 4 ans. Le mandat a toujours été de 4 ans. Justement. Donc, ici, pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses, on n'a pas besoin de la durée du mandat. On a besoin de se munir des bons instruments, notamment une bonne constitution, notamment une bonne équipe autour de soi, et aussi une bonne justice. Comme on le dit toujours, la justice élève une nation. Très bien. Donc ce sont là les instruments qui vont vous permettre à ce que vous puissiez réussir votre mandat. Que ce mandat soit de 3 ans, de 4 ans, de 10 ans, de 20 ans. Mais pour réussir ce mandat, il faut tous ces instruments-là. Mais si vous n'avez pas ces instruments, on a vu dans ce pays un président qui a fait 32 ans. Quel était le bilan? On a vu dans ce pays un président qui a fait 18 ans. Quel était le bilan? On a vu dans ce pays un président qui a fait 3 ans. Quel était le bilan? Donc tout ça là, ce sont des questions que nous devons nous poser. Est-ce que nous devons parler du mandat aujourd'hui, de la durée du mandat aujourd'hui, ou encore il faut passer à autre chose? Ça, ce sont des échanges qui devront bien sûr être libres. Entre nous Congolais, on ne devait pas toujours se dire que non, lorsqu'on parle de la durée du mandat, c'est parce que je suis de telles tendances politiques, c'est parce que non, il s'agit ici de l'avenir, il s'agit d'un Congo que je vais laisser à mes enfants, d'un Congo que je vais laisser à mes petits-enfants, et je vais laisser ce Congo-là dans quel état, avec quelle constitution, avec quelle loi. Très bien, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de CML 13 Télévision, en direct également sur YouTube, vous êtes en train de suivre ce magazine, CML chez vous, votre magazine sociopolitique qui permet justement à nos invités de pouvoir décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Je rappelle, Monsieur Loge Mwandoui, c'est lui notre invité, il est cadre de l'AFDC du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Oui, il faudrait changer la constitution, mais aussi la loi électorale, parce que comment ça s'explique une personne qui est candidat, enfin qui est sénateur, sénatrice, gouverneur, député national, député provincial, Madame Fifi Masuka. Est-ce qu'il faudrait également revoir
la loi électorale, on en parle au cours de cette émission sur les élections de gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? On a parlé de la corruption, mais quelles sont les attentes justement de ces différents gouverneurs à la tête de nos provinces en République démocratique du Congo? Question de relever le défi, surtout Kinshasa. J'insiste, parce qu'on a connu Jean-Tini Ngobila, l'ancien, qui, selon la plupart de Congolais, pense que Jean-Tini Ngobila n'a rien fait. Daniel Bumba, c'est lui le nouveau gouverneur. Est-ce qu'il va faire grande chose parce qu'il était l'étiquet de l'Union sacrée? Monsieur Logement-Doué. Oui, c'est vrai, il faudrait revoir la Constitution, il faudrait changer la Constitution, mais la loi électorale aussi. Qu'est-ce que vous avez, quelle lecture avez-vous faite lorsque vous avez vu Fifi Masuka être élue comme gouverneur, sénatrice, députée nationale, députée provinciale? Je crois que cette question devait normalement être posée à ceux-là qui l'ont élu. Je ne suis pas un électeur de Madame Fifi Masuka, que ce soit à la provinciale ou nationale. Donc ils ont leurs raisons pourquoi ils ont décidé de les lire, mais qu'à cela ne tienne, d'une manière politique. Donc Fifi Masuka a prouvé auprès de tout le monde qu'elle est une grande leader en République démocratique du Congo. Donc pour ça, je ne peux que la féliciter. Mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que nous entendons par une seule personne s'est retrouvée sénateur, député national, député provincial, gouverneur, d'une manière éthique, d'une manière sur le plan éthique plutôt, sur le plan éthique, ce n'est pas quelque chose que nous devons encourager. Très bien. Donc, pour moi, je serais de l'avis que la loi électorale a besoin d'être réformée. Voilà pourquoi lorsque nous, à la FDC, nous disions que le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est la personne qu'il faut pour être président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ici, l'opportunité pour moi de féliciter le président Kamere qui a été élu ou encore choisi comme candidat pour le compte de l'Union sacrée au poste de président de l'Assemblée nationale. Donc pour nous, nous espérons maintenant que le président Kamere pourra s'approcher de nous autres membres de la FDC, de s'approcher de la vision de la politique de la FDC afin que nous puissions amener les réformes dans ce pays. Mais surtout, j'ai aimé l'esprit sportif de Bahati Lukwebo. Il a perdu, mais il salue son adversaire, son concurrent justement. Mais par contre, l'autre s'est fâché. Bon, ce que vous devez savoir, le professeur Bahati Lukwebo est une grande école. Très bien. Est une grande école. Et lorsqu'on est une grande école, il y a beaucoup de vertus. Et la personne de Modeste Bahati Lukwebo elle-même, sur tout le plan, que ce soit sur le plan de la gestion, que ce soit sur le plan de la réforme, comme je viens de vous dire, que ce soit sur le plan moral, Modeste Bahati Lukwebo est un exemple pour beaucoup de politiciens en RDC. Très bien. Allez, les gouverneurs qui sont élus, justement, à la tête de nos différentes provinces, qu'est-ce qu'il faudrait attendre? Parce qu'à un moment, on vous a suivi, monsieur Loge, vous avez dénoncé, justement, l'ingouvernabilité de la province du Haut-Katanga, avec à sa tête, monsieur le gouverneur Jacques Kiaboula. Cette fois-ci, il est encore élu gouverneur de cette même province. Nous allons prendre justement le DK, la province du Haut-Katanga, parce que vous avez dénoncé à tout moment la mégestion et la ville-province de Kinshasa. Mais prenons d'abord le Haut-Katanga. Lui-même, lui encore, il est réélu gouverneur Jacques Kiaboula. Permettez-moi de féliciter le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe pour
une victoire magistrale qu'on a vue. Vous les félicitez? Oui, je le félicite. Après avoir critiqué justement sa gestion. Oui, j'ai critiqué sa gestion, je n'ai jamais changé. Mais je souhaite pour ce deuxième mandat, parce que la majorité lui fait confiance. Donc la majorité de la population congolaise vivant au Katanga, par les députés provinciaux, cette majorité lui fait confiance et je dois me plier à cette majorité. Et je me plie, j'ai au moins quelque chose à lui demander, c'est que nous espérons ce deuxième mandat, nous n'allons pas déplorer ce dont nous avions eu à déplorer lors du mandat passé. Donc, nous pensons vraiment qu'il y aura amélioration de la gestion de cette grande province, la province du Haut-Katanga. Et aussi, permettez que je puisse féliciter notre champion, l'élu pour le compte de l'AFDCA, lui pour le compte de l'Union Sacrée, au Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Purusi, qui a été élu hier, avec son colistier qui est de l'IDPES. Donc nous pensons vraiment que les enfants du Sud Kivu ne vont plus regretter, ne vont pas regretter le choix que les députés provinciaux ont fait hier pour cette élection du gouverneur Jean-Jacques Purusi. Très bien. Kinshasa, maintenant c'est là où il y a le problème. Kinshasa, c'est là où nous vivons tous. Monsieur Loge, vous vivez aussi à Kinshasa. Vous circulez sur l'étendue de la ville, dans plusieurs coins où il y a deux problèmes énormes, justement. Raison pour laquelle je veux vraiment qu'on puisse creuser avec cette fois-ci à sa tête Daniel Bumba, candidat de l'Union Sacrée. Il est élu avec 37 voix contre 10 pour son concurrent, l'ancien conseiller du chef de l'État. Quelle lecture faites-vous, monsieur Loge? Félicitations au gouverneur Daniel Bumba, mais Kinshasa a beaucoup de défis. Et je crois que lui-même, étant candidat avant qu'il soit gouverneur, il savait que Kinshasa a beaucoup de défis à être élevés. Il y a un problème de route, il y a du bouchon partout. Alors aujourd'hui, on ne sait pas à quelle heure, parce qu'à un certain moment avant, on savait que les bouchons, c'est de 12 heures, de 11h à 13h. Après, il n'y a pas de bouchon. Des 6h à 8h. Après, il n'y a pas de bouchon. Des 16h à 18h. Après, il n'y a pas de bouchon. Mais aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24 qu'il y a de bouchons. Nous, pour nous qui habitons du côté Ngaliema, vous vous rendez compte que deux fois même à 23h, il y a de bouchons. Moi j'ai été bloqué à 2h du matin vers le stade de Martigues. 2h du matin, s'il vous plaît. Vous voyez. Donc aujourd'hui, seulement avec les bouchons, Kinshasa est invivable. Il y a les immondices partout. Lorsqu'il pleut, en tout cas, il faut prier. Quand vous voyez déjà la pluie, vous priez pour que vous ne soyez pas emporté par cette pluie. Donc, il est difficile de vivre à Kinshasa. Mais nous souhaitons vraiment assez que l'actuel gouverneur puisse relever tous ces défis-là. Et je crois qu'il sera à la hauteur. Je crois qu'il sera à la hauteur. Comme je l'ai dit, il faudrait seulement qu'il puisse s'entourer des gens qu'il faut. Qu'il n'aille pas dans cette politique-là de Dialelo. Donc, nommer les gens parce qu'ils ont été loyalistes à son combat ou encore, je ne sais pas. Il faut nommer des gens parce que il faut changer les choses à Kinshasa. Et les gens sont là. Les Kinois valeureux, capables, plein d'expérience sont là. Et ils vont travailler. Il faut maintenant cette fois-ci qu'on leur donne l'opportunité. Et je crois que comme il est de l'UDPS, un parti sociaux-démocrates comme la FDCA, donc nous croyons réellement que
il fera quelque chose pour les Kinois. Très bien, allez, mais il promet aussi aux Kinois de construire une seconde ville. Est-ce que vous pensez qu'il va s'y prendre, il va réussir justement cette mission? Pourquoi? Parce que à un moment, on a suivi Gentini Ngobila s'est plaindre qu'il n'avait pas assez d'argent, mais est-ce qu'avec lui, il va trouver de moyens pour construire la nouvelle ville? C'est un réaliste. Soyons réalistes, mais nous sommes en politique, monsieur Lojomandri. Il va pas rappeler nous dire non, j'ai été bloqué de ce côté parce que je n'ai pas de moyens. Le réalisme, parce que Gentini Ngobila a dit qu'il allait nous laisser le métro à Kinshasa. Mais après, il a commencé à dire non, la situation dans laquelle j'ai trouvé Kinshasa, la fosse dans laquelle je devais tirer Kinshasa. Mais c'est ce que dira également Daniel Bumba. Alors, parce que nous évitons à ce qu'il... l'histoire se répète. Donc voilà. Non, mais c'est inévitable, monsieur. Non, c'est possible de faire les choses. Il faudrait d'abord qu'il arrête d'entrer de faire rêver les Kinois. Mais qu'il passe directement. Construire la deuxième ville. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de gérer les Kinois. On a besoin de l'autorité de l'État à Kinshasa. C'est tout. On a juste besoin de ça. Lorsque l'autorité de l'État est imposée à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, toutes ces choses-là vont se régler de soi-même. On n'a pas besoin. Lorsque vous voyez ici à Kinshasa, des gens, déjà on part, il y a un candidat qui avait parlé déjà de ça, les bars, tout ça, les églises et tout. Donc comment vous voulez à ce que vous puissiez avoir une population consciencieuse lorsque à côté des écoles, à côté d'une école, une seule école, vous avez au moins 10 églises, 20 bars qui l'entourent. Vous vous attendez, qu'est-ce que vous attendez de cette école-là? Donc les enfants à la sortie de l'école pour rentrer chez eux, qu'est-ce qu'ils auront dans la bouche? Si ce n'est pas les paroles de prophétie, ça sera la musique qui sera dans la bouche des enfants, au lieu d'avoir 1 plus de se connaître, 1 plus 1 égale à 2. Donc la première des choses, c'est remettre l'autorité de l'État. Pourquoi avoir tous ces bars? Pourquoi avoir toutes ces églises? La loi est là. Et la majeure partie de ces bars, de ce boîte de nuit, appartiennent comme ça aux dignitaires de ces pays. Je n'entre même pas par... Non, mais comment va-t-il s'y prendre justement? Il n'a qu'à appliquer. Il va arriver, il vient pour fermer ses bars, on lui dit non, ça appartient à tel monsieur, qui serait peut-être conseiller du chef de l'État. Mais c'est là où je dis, il doit imposer l'autorité de l'État. La loi est dans notre pays. On s'en fout de trafic d'influence. Il doit imposer l'autorité de l'État. Il doit imposer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, lorsque on est en train de parler, tout le monde félicite M. Jules Alinguete. Pourquoi? Parce qu'il fait son travail. C'est pour ça qu'on le félicitons. Vous pensez que M. Jules Alinguete est là, tel qu'il est là, il n'a pas, il ne subit pas l'influence de du trafic d'influence à gauche et à droite? Mais il fait son travail. Donc ici aujourd'hui pour le Congo, je crois que il faut remettre chacun à faire son travail. Et comme gouverneur de la ville de Kinshasa, comme gouverneur de la province du Haut-Katanga, il faut imposer l'autorité de l'État, faire respecter la loi. Très bien. C'est tout simplement ça. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Daniel Bumba va-t-il le faire imposer l'autorité de l'État? C'est la question qui va justement avoir la réponse au cours de son mandat. Allez, pour terminer, on parle de la sortie du gouvernement qui tarde jusqu'à ce jour, mesdames et messieurs. Maman Judith, pour certains même ont déjà oublié son nom. Je rappelle que la première ministre de la République démocratique du Congo s'appelle Madame Judith Tuluka. Les Congolais ont certains Congolais ont oublié. Pourquoi? Parce que, d'une part, c'est Samano Konde qui assure les affaires courantes, qui tient le conseil de ministres, et de l'autre côté, c'est Maman Judith Tuluka, première ministre, qui, quand
insulte. Allez, on en parle. Pourquoi les gouvernements tardent? Mais d'une part, c'est qu'ils sont justement en train d'assurer les affaires courantes. On parle ici de détournement. Je prends le cas de Forage et Lampadaire. Plus de 80 millions détournés à gauche, à droite. On parle comme ça de Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Lui, de son côté, jette la responsabilité à l'ancien ministre de Finances du gouvernement Ilunkamba, scellé à la Gouli, qui aurait justement avec le ministre de l'aménagement du territoire, je crois, ou développement rural, qui aurait conçu ce projet. Mais est-ce qu'il fallait débourser de l'argent en toute urgence? On en parle avec M. Loge. Moi, oui, la sortie du gouvernement qui tarde. M. Loge, que dites-vous? Nous subissons les caprices de notre constitution. Voilà pourquoi nous devons changer la constitution. Ça, c'est les caprices de notre constitution. Une fois on change de constitution, on n'aura pas à vivre tout ça. Donc, vous avez déjà la réponse. Mais par rapport, parce que ici, il y a ce que vous avez évoqué là-bas. Je crois que je devais le dire lorsque vous m'aviez parlé vous m'avez posé la question concernant le gouverneur. Très bien. Vous savez, nous devons d'abord lever ce moratoire-là de la rétrocession. Parce que la Constitution ne parle pas de la rétrocession. La Constitution parle de la retenue à la source, des 40%. Lorsque on applique cela, je crois que là maintenant nous allons demander des comptes aux gouverneurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gouverneurs n'ont pas de moyens. Ils créent le moyen, mais on leur prend ce moyen parce qu'on doit encore retourner vers eux en termes de restitution. Mais restitution à des 40%. Et aujourd'hui, que fait la direction générale de la péréquation, de péréquation plutôt, la direction générale de péréquation, qui devait aider à financer les projets dans certaines provinces qui ne sont pas encore à niveau de s'auto-suffire ou encore de s'auto-gérer d'une manière indépendante sur le plan financier. Donc, il faut ici déjà, avec bien sûr la sortie du gouvernement, pour nous éviter tout ce qu'on est en train de dire ici en termes de corruption par rapport au forage et lampadaire, parce que d'abord, ce sont ça relève de provinces, ça relève même pas des provinces, des entités décentralisées, donc des territoires, communes et tout. C'est eux qui devaient faire ce travail de forage. C'est eux qui devaient faire ce travail de lampadaire. C'est pas un ministre national. Déjà là, il faudrait assez qu'on puisse remettre les choses à la normale. Et aussi, en termes de la réduction, vous avez entendu l'autorité morale de notre parti qui a parlé de de réduire le train de vie des institutions, donc qui va d'abord par la réduction aussi du nombre de membres du gouvernement, parce qu'il y a des tâches, on ne doit pas avoir les mêmes tâches qu'un gouvernement provincial va faire. Il y a aussi un ministre pour ça au niveau national. Donc il y a certaines choses qu'on devait avoir au niveau national et d'autres choses qu'on devait avoir au niveau provincial. Donc au niveau déjà provincial, on pourra aussi, ça va permettre à ce que on ait peu de ministères et avec un nombre limité des gens qui vont mieux travailler. Au niveau national, pareil. C'est vrai, messieurs Eloge Mwandoué, mais la réduction de train de vie des institutions, vous avez évoqué cela, mais le nombre de nos ministères ici en République démocratique du Congo, ça varie entre 40, 50, 60, ainsi de suite. Mais est-ce que vous pensez que le problème, c'est aussi parce que l'Union sacrée, prenons le cas de l'Union sacrée, qui a beaucoup de partis politiques déjà au départ, l'Union sacrée qui a deux caciques qui veulent en profiter, et c'est là peut-être qui donne également la difficulté aux formateurs du gouvernement de pouvoir penser à élargir justement le nombre, parce qu'on a besoin que tout le monde puisse s'y retrouver. Là encore une fois, vous comprenez que nous subissons les caprices de notre constitution.
Mais aussi les caprices de caciques, ces caciques-là tirent les ficelles parce que il y a la Constitution qui est à leur avantage. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on est parti sur une base, qu'il faut ouvrir largement les portes pour qu'on ait beaucoup de tendances politiques au sein du gouvernement pour éviter des conflits inutiles au niveau du Parlement, nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés d'ouvrir. Ça, c'est ça les caprices de la Constitution que je ne cesse de dire. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons aujourd'hui un ministère de développement rural au niveau national pour faire quoi? Alors que nous sommes dans un système décentralisé où nous avons les provinces qui doivent, eux, à leur niveau, développer leur province, les routes à desserte agricole, construire des écoles par-ci par-là, les centres de santé, et pas seulement ça, vous avez même les ETD, les entités décentralisées, qui eux aussi, et qui elles aussi à leur niveau, elles sont capables de faire les petits travaux, comme par exemple les forages dont on parle ici, comme, comment on dit encore, les lampadaires. Et d'ailleurs, on va aller trop loin. Ça va permettre à ce que lorsque une ETD prend la charge, par exemple, de faire le forage, 3-5 forages par territoire, ces forages-là, on va donner ce contrat à qui? On va donner à un entrepreneur congolais qui est de ce coin du pays. Ce n'est pas un Malien qu'on va nous amener, comme j'ai vu un Malien passer même à la télévision, nous faire comprendre qu'il n'y a que lui qui pouvait nous amener lampadaire. Ça, c'est une humiliation. Ça, c'est manquer de respect à nous, Congolais. Donc, une fois on arrivé, pour moi, je crois vraiment que le gouvernement de Madame Judith Tuluka va faire de sorte que le gouverneur ainsi que les responsables des entités décentralisées jouent leur rôle. Leur rôle qui est bien prescrit dans notre constitution. Parce qu'on est dans un système décentralisé. Donc, il y a des petits travaux là qu'on ne devait pas entendre un ministre national être impliqué, comme c'est le cas avec le forage et ainsi de suite. Terminons cette émission justement avec ces dossiers forage et lampadaire, Monsieur Lojemandoué. Le forage, selon ce projet, tout ça, a coûté plus de 290 et quelques $1000 pour un seul forage justement, que le ministre Nicolas Kazadi nous dit, forage sophistiqué. On se pose la question, est-ce qu'un forage sophistiqué peut coûter 297 $000 et un lampadaire qui a coûté plus de 5 000 $ américains? Mais pourquoi aussi débourser en urgence, en toute urgence, ces fonds? Est-ce que justement une manière de pouvoir profiter, de détourner, je l'ai dit entre guillemets, parce que la justice s'en est saisie de ce dossier et a interdit le ministre Nicolas Kazadi de se déplacer en attendant les enquêtes? Bon, d'abord, moi je n'entre même pas dans le prix. La forme déjà elle est biaisée. La forme elle est biaisée, l'obtention de ce projet, de ce contrat. Qui sont les gens qui ont ce contrat? Vous savez, lorsque on doit donner un contrat, même, je donne juste un exemple, ici chez vous à CML, lorsque vous avez quelques travaux à faire ici, peut-être vous voulez changer les lampes ici, vous allez recevoir des offres de gauche à droite. Mais lorsque vous recevez ces candidatures, vous allez voir le candidat qui a d'abord l'expérience. Des deux, vous allez voir le candidat qui a le moyen financier de le faire, le candidat qui a le moyen technique de le faire, et vous allez voir le candidat, il est où, il vit où, en cas de problème, qu'est-ce que nous allons faire. Mais ici, c'est une histoire où on voit des Maliens, je ne sais pas, des Togolais, tout ça. Comme quoi, au Congo, il n'y a pas de Congolais qui peuvent faire cela. Déjà, sur ce point, c'est un projet qui ne devait même pas exister.
Si c'est pour donner ça à un Malien, si c'est pour donner ça, je sais pas, à un Sénégalais, c'est un projet qui ne devait pas exister. Parce que le chef de l'État ici, dans ce pays, il a dit, il va créer des millionnaires, de jeunes millionnaires. Mais pour créer ces jeunes millionnaires, mais ce sont des projets pareils qu'il faut remettre aux jeunes millionnaires, aux jeunes Congolais, jeunes entrepreneurs congolais. Nous faisons la politique pour qu'aujourd'hui, nous fassions appliquer la loi. Et la loi, pour la faire appliquer, et lorsqu'on fait appliquer la loi, c'est pour remettre la richesse des Congolais aux Congolais. C'est pour faire de sorte que nous créons des riches Congolais, la classe moyenne congolaise. Mais pour le faire, ce sont des contrats comme l'histoire de lampadaire, comme l'histoire de forage. On fait ça avec des... Il y a des entreprises congolaises ici, il y a ici déjà à Kinshasa. En fait, si on avait cédé cette affaire aux ETD, aux entités décentralisées, ces entités décentralisées, chaque territoire, par exemple, devait identifier un entrepreneur dans son territoire qui fait le forage. Chaque territoire devait identifier un entrepreneur dans son territoire capable de livrer les lampadaires. Et ça existe. Nous avons de jeunes Congolais qui sont là, qui font ce travail. Et s'ils ne sont pas là, le rôle de l'État, c'est quoi? Mais c'est de créer ces entrepreneurs. Parce qu'on devient entrepreneur lorsqu'il y a un besoin. Très bien. On entre dans un business lorsqu'il y a un besoin. Lorsqu'on veut répondre à une demande. Une demande peut être en termes de biens ou encore en termes de services. Très bien. Mais lorsqu'il n'y a pas de demande, on ne fait rien. On est au chômage. Mais maintenant, ici, il y a de la demande. La demande, c'est qu'on a besoin de construire des puits ici et là, en RDC. On a besoin de placer lampadaires ici et là, en RDC. Ça, c'est déjà la demande. Mais est-ce qu'il y a des gens pour répondre à ça? S'il n'y a pas de gens, voilà l'opportunité d'en créer. Et ces jeunes gens, ces jeunes Congolais, nous avons beaucoup d'ingénieurs ici en RDC, ils vont se mettre ensemble, ils vont lancer leur petite entreprise et puis ils vont faire le travail. Et c'est comme ça qu'on crée des millionnaires. Très bien, merci. Et si ici la justice s'en est saisie, est-ce qu'il faudrait attendre une suite favorable pour que les responsabilités soient établies et que les détourneurs puissent être arrêtés, jugés et condamnés pour qu'ils ne soient plus libérés, pour qu'ils ne soient plus acquittés? Parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été acquittés au cours du premier mandat de Félix Tshisekedi, qui ont été arrêtés, condamnés et puis après acquittés. Mais est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il faudrait que la justice, en tout cas, fasse correctement le travail et que les responsables soient sanctionnés? Les heures du passé ne vont plus se répéter. En tout cas, je crois. Donc, à cet effet, je crois que la justice fera son travail. Bien qu'elle soit malade, je crois du fait qu'on a fait les diagnostics et qu'on se rend compte qu'elle souffre, quelqu'un ou sur une personne, on trouve que c'est la malaria. On va lui donner une cure de malaria pour lui guérir de la malaria. Donc ici, lorsque le chef de l'État avait fait ce diagnostic par rapport à la maladie de la justice, donc je suis sûr, il a déjà prescrit une bonne ordonnance pour guérir cette justice. Et voilà, je crois que la justice fera son travail. Très bien. Vous savez aussi, ce n'est pas seulement lorsqu'on arrête que la justice a fait son travail. La justice, elle est là pour nous éclairer, pour nous dire où est notre argent. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Qu'est-ce qu'on a fait de notre argent? C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Eloge Mwando. Cette émission est complètement terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Moi, tout ce que je peux dire dans tout ce qu'on a eu à discuter, le plus important, c'est que le Congolais ne doit pas tomber dans ce jeu-là de bassesse. La famille Lukwebo, c'est comme toute autre famille congolaise dans laquelle vous trouvez les ambitions de chaque enfant ou de chaque membre de famille,
Certains feront la politique, certains feront la magistrature, certains ainsi de suite. Donc vous n'allez pas, parce que leur papa est politique, vous n'allez pas interdire aux autres d'être politiques. C'est comme si cette fois-là le papa est devenu une malédiction pour toute une famille. Donc nous, comme moi tel que je suis là, je suis un acteur politique. Si parmi mes enfants un choisirait d'être politique comme moi, je serais d'ailleurs un des hommes le plus heureux du monde, parce que au moins cette fois-là mon enfant ne va pas naviguer dans le vide. Mon enfant va naviguer sur mes erreurs et mes réussites, et je crois les meilleurs qui vont réussir dans la vie politique sont ceux-là dont leurs parents ont été acteurs politiques. Et ici l'occasion pour moi de dire, parce que je connais quand même le camarade député honorable Serge Bahati, je connais, et lorsque je parle avec lui, je vous assure que les gens des cabarets, la population des cabarets ne va jamais regretter de l'avoir choisi comme député. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Elojou Ndoye, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Très bien. On ne peut pas interdire ici un enfant de pouvoir faire la politique ou suivre le pas de son père. Ça, on n'interdit pas. Mais simplement, il faudrait donner l'occasion également à tout le monde de pouvoir, si il faut être nommé dans un poste, au regard de sa compétence, il faudrait l'aider. Surtout qu'ils sont membres de vos différents partis politiques. Moi, je l'ai dit, que je ne pourrai jamais adhérer dans un parti politique. C'est ici que je servirai la nation. Mais pour ceux qui sont dans le parti politique, ils doivent également être nommés, être élus si possible, pour travailler, aider la population, parce que le souci c'est de voir la République démocratique du Congo être développée. Monsieur Elojou Ndoye, cadre du parti politique AFDC, Monsieur Bahati Lukwebo, est-ce qu'il a encore à démontrer? Je ne sais pas. Parce que vous les connaissez mieux que moi. Son intelligence, sa compétence, ce n'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer. Et nous voulons que cette fois-ci, qu'il soit peut-être dans le gouvernement. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.